Bonjour, bienvenue. Donc, juste pour être sûr, et oui, oui, j'ai fait un petit montage ce matin, là, une petite introduction, là. Non, c'est pas vrai. Donc, vous êtes bien à la rencontre Trouver son programme d'études du département de sciences biologiques. J'espère que vous allez bien. Je crois que vous ne pouvez pas ouvrir votre caméra, mais je crois que vous pouvez ouvrir votre micro ou lever la main. S'il y avait quoi que ce soit, faites-moi signe, puis je garderai un œil un peu sur ce qui se passe là, du coin de l'œil. Euh, donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, en fait, c'est vous donner un peu d'informations sur le baccalauréat en sciences biologiques. Puis, aujourd'hui, je suis accompagné de M. Rudy Lucier, qui est doctorant en sciences biologiques et qui va vous parler un peu de son expérience, puis de sa perspective sur le baccalauréat et sur le département en fin de rencontre. Moi, je vais vous faire un petit survol un peu disons, du département, son histoire, les infrastructures qu'on a, puis aussi du programme. Puis après, en fait, le but, c'est vraiment que si vous avez des questions, vous pourrez les poser, puis on pourra essayer d'y répondre au meilleur de nos connaissances. Donc, le département de sciences biologiques, c'est un département qui est assez grand à l'Université de Montréal. C'est un département qui vous permet de développer beaucoup d'expertise. Moi, mon expertise, c'était vraiment au niveau c'est encore au niveau de l'écologie microbienne, particulièrement dans les eaux de l'Arctique. Puis ça, c'est une photo justement de quand moi, je suis allé échantillonner dans le Grand Nord. Donc là, on a des chercheurs un petit peu éparpillés sur la glace qui essaient de ne pas passer au travers de la glace. Puis, c'est ça, certains récoltent des algues, d'autres des microbes, des échantillons de gaz, des échantillons d'eau. Puis au loin, on voit que la glace est en train de fondre là, à l'horizon, là. Donc, c'est un peu tout dans un contexte de changement climatique. Donc, c'est peut-être un des types de projets de recherche qui vous attend en sciences biologiques. Mais ce n'est pas juste ça. Il n'y a pas juste de l'écologie en sciences biologiques. Donc, on a des laboratoires sérieux. Ici, c'est une collègue, Julie, donc, qui travaillait ici pour faire un petit exercice d'un laboratoire au cinquième étage du campus 1000. Donc, le département de sciences biologiques, moi, ma conclusion, c'est que c'est un département de passionnés en biologie, puis passionnés depuis 1921. Voilà. Donc, ça fait à peu près 100 ans. Donc, un petit peu, cette année, ça va faire 101 ans. Donc, on continue à essayer de fêter le centième anniversaire en contexte de pandémique. Donc, on a commencé dans la grippe espagnole et on fête notre centième dans la pandémie. Donc, il y a quelque chose là que je trouvais un petit peu la boucle est bouclée. Donc, on a 32 professeurs et chercheurs, 15 professeurs associés, environ 500 étudiants au premier cycle, 150 au cycle supérieur. Pour ceux qui ne le savent pas, les cycles supérieurs, c'est maîtrise, doctorat. Puis, on a beaucoup de prix d'excellence en enseignement. C'est quelque chose à laquelle on accorde beaucoup d'importance, le fait d'essayer d'être de bons pédagogues, d'essayer de bien expliquer aux étudiants, de bien les encadrer, de les accompagner dans leurs études. Et les prix qu'on a reçus reflètent un peu cette priorité-là au niveau du département. Ce qui caractérise les sciences biologiques, la grande différence des sciences biologiques par rapport, par exemple, aux sciences biomédicales, à la microbiologie, aux neurosciences, c'est qu'on s'intéresse à toute la pyramide du vivant, de la molécule jusqu'à la biosphère. Donc, on va regarder la relation des organismes entre eux, donc l'éthologie, on va regarder la relation avec l'environnement, puis on va aussi s'intéresser au fonctionnement de ces organismes-là. Je vois une petite question qui est apparue. Monsieur Chevalin. Mhm. Je vais venir, ça me semble une question un peu particulière, mais peut-être j'y reviendrai à la fin de la rencontre. Donc, euh, par exemple, si vous regardez la photo qu'il y a là, la photo qu'il y a là, elle a l'air simple. On parle de petites grenouilles, donc ici à la station de biologie des Laurentides, qui sont habilement camouflées dans les nénuphars. Mais c'est un problème écologique ou une situation écologique qui a beaucoup de facettes. Donc, on a l'organisme qui est là, la grenouille. Elle a une relation avec d'autres grenouilles. Donc, on pourrait parler d'écologie des communautés à ce moment-là. Elle est dans un environnement, donc une composante environnementale, mais on peut aussi s'intéresser vraiment au fonctionnement de la grenouille, sa physiologie, comment elle respire, ce qu'elle mange, comment elle excrète. On peut regarder aussi la qualité de l'eau. Est-ce que c'est une bonne eau? Est-ce que c'est une eau qui est polluée? Est-ce que c'est toxique pour la grenouille? Puis on peut regarder cet écosystème-là avec les grenouilles, les nénuphars, l'eau qui est en dessous. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son rôle? Donc,
on voit que c'est multifacette, la biologie, puis qu'il y a beaucoup d'échelles à laquelle on peut travailler. On pourrait regarder la génétique, on pourrait regarder l'évolution. Est-ce que cette espèce-là est en train d'évoluer pour s'adapter au changement climatique ou pour devenir un super prédateur des humains qui va devenir la fin de l'humanité? Non, je ne sais pas, là. Je dis ça comme ça, mais bref, la biologie peut s'attarder à beaucoup, beaucoup de facettes. Puis, à l'intérieur de ça, probablement que vous allez vous spécialiser puis trouver la facette qui vous convient le plus à vous. C'était mon message ici. Donc, la biologie, ben, nous, on a beaucoup d'infrastructures. On a un campus donc, qui est à Montréal, le campus 1000. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le visiter. On a la station de biologie des Laurentides, donc qui est une cinquantaine de kilomètres au nord de Montréal, à Saint-Hippolyte, donc qui est un vrai super terrain de jeu pour les futurs écologistes, environnementalistes, donc pour pratiquer leurs méthodes sur le terrain. On a l'Institut de recherche en biologie végétale et le Centre sur la biodiversité de l'Université de Montréal qui sont localisés au Jardin botanique. Donc, ça fait qu'on est répartis de façon assez vaste sur le territoire. C'est une des particularités de notre département. Donc, j'ai parlé du Campus 1000. Ben, ici, c'est le Campus 1000, donc qui est ouvert depuis l'automne 2019. C'est vraiment un bel endroit où travailler, où étudier. C'est vraiment un beau site. Puis moi, j'ai hâte de pouvoir y retourner plus régulièrement. Ça ne saurait tarder, j'espère. Euh, une autre de nos forces, disons, de notre richesse, c'est nos étudiants, tant les étudiants au premier cycle que les étudiants au cycle supérieur. On a vraiment une belle association étudiante, on a des associations étudiantes, en fait. Ils sont super impliqués, ils nous donnent plein de suggestions. Des fois, ils nous aident à justement identifier des problèmes qu'on essaie de régler. C'est pas toujours parfait, mais on a toujours l'oreille ouverte là, pour les commentaires des étudiants. Puis ça fait que l'ambiance au département est assez positive, là, je dirais. Là. On a vraiment un esprit de collaboration, de communication, puis on essaie de trouver des façons là, de régler les problèmes. On a des étudiants qui sont très talentueux. Il y a le Bio Show qui existe, donc qui est à chaque année, donc où les étudiants peuvent partager leurs talents, que ce soit en musique, en théâtre. Il y a plein de choses drôles, là. Le sport aussi, les interbio, où tous les départements de bio se rejoignent. Donc, vraiment une belle vie étudiante au département de sciences biologiques et au campus 1000 également. Peut-être je fais un petit retour historique là, sur qu'est-ce que c'est que la biologie. Peut-être il y a des biologistes que vous connaissez. Peut-être vous connaissez Charles Darwin et sa théorie de la sélection naturelle. Si vous êtes un amateur de petits pois, de toutes les couleurs, de toutes les tailles, peut-être vous connaissez Gregor Mendel, qui était un véritable fétichiste du petit pois. C'est le père de la génétique moderne, là, donc les lois de Mendel, vraiment, ça vient de lui. Rachel Carson, donc un peu plus récemment, dans les années 60, avait écrit un papier qui s'appelait Silent Springs, donc qui a été déterminant pour l'abandon de l'utilisation du DDT dans nos écosystèmes. Donc, qui avait remarqué à un moment que les ruisseaux ou les cours d'eau dans lesquels se promenaient, tout d'un coup, étaient devenus silencieux. Puis finalement, ça avait été indicateur que tout l'écosystème s'était effondré à cause de l'utilisation des pesticides. Puis il y a aussi James Dewey Watson, donc, qui est découvreur de la structure de l'ADN. Les biochimistes aiment dire que c'est un biochimiste, mais dans le fond, avant d'être biochimiste, c'était un docteur en biologie. Donc, c'est un docteur en biologie qui a découvert la structure de l'ADN. Donc, vous pourrez le partager à vos collègues. Puis finalement, il ne faut pas oublier le frère Marie-Victorin. Alors, peut-être ceux qui ont le pouce vert ou qui sont un peu plus sensibles à l'écologie végétale, à la botanique, connaissent déjà le frère Marie-Victorin. Mais le frère Marie-Victorin, c'était un personnage assez original pour son époque, je dirais. Il y a plusieurs facettes cachées qu'on découvre avec le temps de notre cher frère Marie-Victorin. C'est le fondateur de l'Institut botanique de l'Université de Montréal en 1920 et le fondateur, en fait, du Jardin botanique également, qui ont mené à la création du département de sciences biologiques. Donc, on peut voir qu'il était très sérieux à l'Institut, mais plutôt détendu sur le terrain. Il avait un petit côté givré là, à aller cueillir la flore du Québec. Et un de ses plus grands legs, c'est probablement la flore laurentienne, donc qui est, je dirais, la référence au niveau de tout ce qui est, j'allais dire la faune et la flore. Seulement la flore du Québec, là, de la vallée du Saint-Laurent. Ici, vous pouvez voir une belle pyramide de la complexité de la vie qui vous rappellera peut-être vos cours de biologie du cégep. Un peu rétro, je l'admets, il serait peut-être dû pour un petit rafraîchissement ce schéma-là, mais c'est surtout pour vous montrer
comment notre programme est organisé. Donc, vous avez un baccalauréat en sciences biologiques. Votre première année est commune à tous les étudiants. Donc, vous faites des cours de base dans un peu tous les champs de la biologie pour essayer de voir dans quel champ vous êtes le plus confortable, quel champ vous passionne. Et ensuite de ça, en deuxième, troisième année, vous pouvez choisir une spécialisation. Donc, ça peut être, si vous aimez vraiment les choses un peu plus micro, être vraiment dans le labo, comprendre vraiment à l'échelle du moléculaire, bien, il y a l'option biologie moléculaire et cellulaire. Si vous aimez plutôt être en contact avec les organismes, comprendre comment ils fonctionnent, comprendre un peu tout ce qui est au niveau des organes, tout ça, la physiologie, bref, mais c'est l'orientation physiologie animale qui est pour vous. Puis si vous êtes un peu plus intégrateur, disons que vous voulez vraiment comprendre l'écologie, peut-être les enjeux de conservation, de changement climatique, voir au niveau des écosystèmes, qu'est-ce qui se passe, ben, c'est vraiment l'orientation biodiversité, écologie et évolution. Probablement que dans chacune de ces spécialisations-là, vous allez toucher un petit peu quand même aux autres, mais le centre va être orienté vers, disons, l'échelle qui vous intéresse. Euh, on parle beaucoup du programme, des cours, de la recherche, donc on peut faire une maîtrise, qu'on peut aller devenir chercheur après le bac en sciences biologiques, mais il y a aussi des possibilités pour l'emploi. L'emploi, je vais le mettre en parenthèse parce que je vais y revenir un peu après dans la prochaine diapositive. Euh, un des avantages de notre programme, ben, c'est qu'il est très flexible. Donc, on parle d'une année obligatoire, puis 2 années où on a pas mal de choix avec beaucoup de crédits à option. Là. Donc, vous avez beaucoup de liberté. C'est une force, mais ça peut devenir un petit peu compliqué aussi quand on a trop de liberté. Il faut qu'on soit à son affaire quand même. Il y a beaucoup de possibilités de stages de recherche, de stages en milieu de travail, plusieurs cours sur le terrain qui sont possibles aussi. Ça, c'est vraiment une de nos forces. Il y a le cheminement en or qu'on offre, donc qui est un peu une mini-maîtrise, un projet de recherche qui vous occupe toute votre dernière année. Donc, la majorité de vos crédits à ce moment-là sont dédiés au projet en or. Euh, il y a aussi les échanges internationaux. Au Québec, on est très chanceux, et pas juste en biologie, là, à l'échelle de toutes les universités québécoises. Le ministère de l'Éducation octroie un financement d'à peu près 1 000 $ par mois aux étudiants universitaires qui veulent partir en échange à l'étranger. Donc, c'est vraiment un programme qui est vraiment chouette, puis que je vous encourage à considérer là, si vous êtes curieux de vivre une expérience à l'étranger. C'est vraiment un bon moment durant le baccalauréat pour profiter de tout ça, puis vous êtes accompagné à toutes les étapes, là, que ce soit en biologie ou dans d'autres programmes. Donc, on parlait un peu de l'emploi. Je sais que pour les futurs étudiants, l'emploi, c'est une grande question. OK, ben là, si je fais le baccalauréat, c'est un investissement. Est-ce que ça va payer? Mais là, c'est sûr que je ne peux pas vous dire, vous garantir que ça va payer. Là, ça dépend de vous. Mais un peu comme dans n'importe quel baccalauréat. Là, la plupart des baccalauréats, maintenant, ça prend un petit plus à la fin pour être vraiment compétitif au niveau du marché de l'emploi. Avec un bac en psychologie, on n'a pas grand-chose. Il faut vraiment le joindre à d'autres choses par la suite. Nos diplômés, la majorité, 70 vont continuer aux études, que ce soit à la maîtrise ou au doctorat en sciences biologiques. Ça va peut-être être d'autres formations connexes, peut-être en gestion, en environnement. Puis on a environ un 30 qui se dirigent directement sur le marché du travail après leur baccalauréat. Euh, pour ceux qui se dirigent vers le travail après leur baccalauréat directement, souvent, c'est parce qu'ils ont déjà un peu développé leur réseau au début de leur baccalauréat. Ils ont fait des stages dans des entreprises, ils en ont parlé dans leur entourage. Donc, c'est quand même un facteur là, que si c'est ça qu'on veut faire, il faut le préparer dès le début de notre bac. Au niveau de l'emploi, ben, au niveau des domaines d'emploi auxquels on peut travailler dans une gamme un petit peu étourdissante de domaines en biologie. Selon les spécialisations qu'on va faire, selon nos intérêts, on peut se retrouver en santé publique, en communication, en enseignement. On peut aller du côté de la recherche, de la prévention, protection environnementale, conservation. Il y en a qui se dirigent en légal aussi. Ça peut être du médico-légal, par exemple, pour un peu être un CSI, donc pour la médecine médico-légale. Donc, il y a vraiment une diversité de types d'emplois et aussi de milieux d'emploi, là, autant chez les ministères, dans le privé, dans les municipalités. Donc, c'est vraiment beaucoup d'opportunités pour quelqu'un en biologie. C'est juste qu'il faut essayer de resserrer puis d'être stratégique dans nos choix pour arriver disons, à une solution qui nous convient à la fin du baccalauréat. Puis là, je dis ça, là, mais il y a aussi, j'ai des exemples concrets aussi là, de gens qui se sont trouvés un emploi. Donc ici, c'est des photos d'étudiants qui ont fait soit un bac, soit seulement un bac, soit un bac, une maîtrise,
qui sont en emploi dans divers domaines. On a des milieux publics, on a des gens qui sont dans le privé. Donc, toutes les entreprises que vous voyez là, ben, on a nos diplômés qui sont dans ces entreprises-là. Donc, je vous dirais qu'en général, là, dans les 3, 4 dernières années, 5 dernières années, là, on cherche beaucoup de biologistes. Euh, il y a la loi sur la qualité des habitats, de l'environnement du Québec qui a été votée il y a quelques années, qui fait qu'on a besoin de biologistes pour évaluer nos environnements, faire des études d'impact. Il y a aussi l'aspect sanitaire, mais il y a beaucoup d'endroits où les biologistes sont en demande. Il y a aussi des biologistes qui travaillent en milieu hospitalier, dans les laboratoires hospitaliers. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour quelqu'un qui veut aller en biologie. Et ben voilà, c'était ma conclusion. Donc, le baccalauréat en sciences biologiques, c'est un baccalauréat qui vous donne beaucoup de liberté, qui vous permet de choisir quand même certains cours. C'est sûr qu'on ne peut pas vous garantir que vous êtes capable de prendre tous les cours que vous souhaitez. Il y a des cours pour des raisons X, soit que c'est d'un espace limité dans le laboratoire, dans l'équipement. Peut-être on pourra juste être 20, 30 étudiants par année dans ce cours-là. Mais en général, les étudiants sont capables de faire au moins quelques cours là, qui leur tenaient vraiment à cœur au courant de leur baccalauréat. Puis créer des liens également là, avec des collègues du bac, souvent des amitiés qui se poursuivent après le baccalauréat. Donc, mon volet plus technique se termine comme ça. Puis je voudrais laisser quelques minutes à Rudy Lucier pour parler un peu de lui, son expérience au département, puis comment il entrevoit ça. Qu'est-ce qui est important de savoir? C'est quoi tu sais, les petits secrets là, du département là, qu'il va pouvoir vous dévoiler, là. Donc, je te cède la parole, Rudy. Merci d'être là. Merci, Dan. Comme Dan vous l'a dit, mon nom c'est Rudy. Puis, en fait, au final, je suis vraiment, entre guillemets, un vétéran du département de sciences bio. On est en 2022, puis j'y suis depuis 2013. Et je crois que quand je vais partir, ça va me faire un petit peu mal au cœur. Mais déjà, ce que je vais vous dire à propos du département, le plus gros secret, c'est Dan. Dan, là, c'est la meilleure ressource au département, il sera toujours là pour vous écouter. Donc, rien que le fait qu'on a Dan dans le personnel administratif au département, c'est une raison pour s'inscrire. Mais un petit peu plus sérieusement, une des choses qui est vraiment incroyable avec ce bac-là, c'est que j'aime ça appeler ça un bac sur mesure, en quelque sorte. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est le mien, en fait. Je suis rentré au bac, puis j'avais vraiment une idée précise de ce que je voulais faire. Je voulais être généticien. Fait que j'avais regardé tout le plan de cours, tous les cours qui étaient offerts au département. Je m'étais dit, c'est correct, je vais faire ces cours-là, cette spécialité, puis that's it. Et au final, dans ma première année du bac, où on fait justement les cours qui vont toucher un petit peu à chacun des domaines, je suis tout simplement tombé amoureux de la physiologie animale, puis plus particulièrement de la neuro. Et au final, j'ai abandonné tout à fait mon idée de devenir généticien. Et maintenant, je fais mon doctorat sur un sujet de neurosciences, mais toujours au département de sciences biologiques. Donc, ça vous donne un petit peu une idée de la diversité de sujets qu'on peut aborder. L'avantage, du coup, c'est que j'ai pu faire au final mon bac en spécialité physiologie animale, mais quand même avoir accès à certains cours de génétique, par exemple, parce que c'est quand même un sujet qui me plaisait beaucoup. Donc, au final, vous pouvez en avoir, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous pouvez aborder tous les sujets que vous voulez, tout en gardant une spécialité dans laquelle vous êtes le plus confortable. Mais surtout, une des choses qui est ultra importante au département, je trouve, c'est le lien qu'on arrive à faire entre les cycles supérieurs et les premiers cycles. Et je m'explique un petit peu plus là-dessus. Souvent, quand on est au bac, on se pose beaucoup de questions sur où est-ce que la maîtrise va m'amener, où est-ce que le doc va m'amener, comment je fais pour y rentrer, etc. Et évidemment, pendant votre bac, vous allez avoir des cours avec des travaux pratiques, etc. Et c'est justement les étudiants de cycle supérieur qui vont être vos démonstrateurs de travaux pratiques. Et ces personnes-là, comme c'est des personnes super gentilles, super ouvertes, en général, elles ont toujours l'oreille ouverte si vous avez des questions là-dessus. Donc, vous allez souvent créer beaucoup de liens avec des étudiants qui sont déjà passés par exactement les mêmes étapes que vous. Et du coup, ils savent comment ça se passe, ils savent exactement dans quel stress vous êtes à tel moment ou tel moment de la session. Donc, c'est toujours des étudiants qui seront là pour vous conseiller, pour vous écouter, pour vous aiguiller un petit peu. Ça peut être aussi de très bons moyens pour vous dégoter des stages d'été ou des stages pendant des sessions. Donc, parler avec vos démonstrateurs, ça va souvent vous mener aussi à
vous ouvrir la porte vers un labo, que ce soit pour un stage ou pour une maîtrise. C'est souvent un des bons moyens de continuer au niveau des SICSUP. Et sinon, j'ai vraiment pas vraiment d'autres choses à vous dire sur le département, à part que c'est vraiment un département avec une très belle ambiance. On a un personnel administratif qui est toujours là pour nous supporter, toujours à l'écoute. Je replace Dan vite fait. C'est la meilleure personne pour répondre à vos questions. Mais sinon, c'est vraiment un bac que vous pouvez faire sur mesure. Vous pouvez toucher à exactement tout ce que vous voulez. Puis on aura toujours plusieurs personnes, plusieurs étudiants pour vous soutenir. Donc, c'est vraiment une des belles choses du baccalauréat que je pourrais soulever. Et je pense que c'est vraiment le point majeur qui pourrait vous motiver à venir avec nous plutôt que dans un autre programme. Et que je vais repasser la parole à Dan, si jamais tu Merci, pourras ajouter Rudy. quelque chose. Ben, merci, c'est très gentil. Je prends... Mais c'est sûr qu'on a une équipe aussi, on a une direction qui est très sensible à la voix des étudiants aussi, puis ça nous aide beaucoup à prendre ça en compte. Là, je vais essayer de voir, il y a des petites questions. Oui, Monsieur Thiam, je crois que oui, soit il faudrait contacter directement les admissions ou m'écrire un courriel, puis je pourrais faire suivre votre question. Parce que c'est un cas assez spécifique, là, il faudrait que j'ai plus d'informations. Là. Donc, par courriel, on pourrait. Je peux laisser mon courriel. En fait, je vais écrire mon courriel, comme ça, vous l'aurez. Hop, 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 hop. Attendez un petit peu, je vous écris ça. Donc, vous pourriez m'écrire à ce courriel-là si vous aviez des questions. Alors, Raphaël, ça veut juste dire que les sciences cognitives appliquent spécifiquement à l'humain des concepts plus généraux pendant la biologie. C'est une belle question pour moi, Dan. Si tu Eh veux, je peux ouais, y Rudy, je te répondre. la laisse celle-là. Puis il faut garder en tête aussi qu'il y a le bac en neurosciences cognitives de psychologie aussi Ouais. qui a été créé, qui est peut-être plus orienté psycho que neuro. Je te Ouais, laisse prendre la balle. c'est exactement ça. En fait, le bac de neurosciences cognitives, ça ne va pas spécifiquement être que des choses qui vont être appliquées à l'humain, ça peut être aussi appliqué aux animaux, mais ça va surtout être le côté un petit peu plus, comment dire, psychologique ou comportement. Ok. Donc, tu vas vraiment regarder plus des études sur les effets de tel ou tel stimulus sur un comportement, sur un processus cognitive, sur une opération cérébrale ou quelque chose comme ça. Tandis que au niveau de notre département, donc, tu as beaucoup de sujets en neurosciences qui sont abordés, comme par exemple l'histologie neuronale, morphologie des cordées, fonction du système nerveux, j'en passe. Il y a plusieurs cours qui vont aborder ça. Tu as des travaux pratiques aussi, on aborde certains sujets de neurosciences. Excuse-moi. Donc, le bac en neurosciences cognitives, c'est un bac qui est quand même assez récent, puis j'ai eu quelques retours, mais pas beaucoup non plus, comme ça reste un bac qui a moins de 5 ans, je crois, Dan, si je ne me trompe Je pas. pense que c'est 2 ou 3 ans, là, ça fait pas. C'était Ouais, un c'est peu avant ça. la pandémie, donc 2019 probablement. Oui. C'est ça. Donc, on n'a pas encore assez de retours sur à quel point ce bac se structure ou se rentre par rapport au programme de neurosciences pures ou au programme de biologie. Mais de ce que je sais des neurosciences cognitives, ce serait plus ça. Donc, on a plus un aspect psychologie dans ce bac-là, plutôt que dans le département de neurosciences ou dans le nôtre. On va plus avoir un effet de physiologie, d'anatomie ou ce genre de choses-là. Donc, des choses un petit peu plus concrètes. Tandis que dans les neurosciences cognitives, on aborde un petit peu plus le sujet cognitif, puis Ouais. spécifique à un individu en raison de ses expériences ou de quelque chose. Je pense que c'est un excellent contraste entre les deux programmes. Là, je vais revoir. OK. Une question de M. Kahn. Est-ce qu'il y a des stages et du terrain dès la première année? Dans les cours obligatoires, pas vraiment. Il y a des cours en laboratoire. Il est possible à la fin de la première année de s'engager dans un stage. Ce n'est pas la norme parce que souvent on demande d'avoir un préalable, d'avoir un cours de stats, tout ça. Mais ça peut arriver. Là. On ne pourrait pas avoir un stage de troisième année que c'est seulement des premières années qui le font parce qu'il y aurait des problèmes au niveau des rapports. Mais si c'est quelques-uns qui s'insèrent dans le cours, ça va en général. Pour M. Thiam, j'ai mis dans la discussion mon adresse courriel déjà. Donc, elle devrait déjà être là.
Limite de demande d'admission est bien le 1er février. Le 1er février, c'est pour les étudiants qui ont déjà des études universitaires. Pour ceux qui sont du collégial, c'est le 1er mars. Euh, tu, tu, tu. Pour les bacheliers français, il y a plusieurs critères d'admission selon votre option SVT puis les maths que vous avez suivies. Alors, ma recommandation, ce serait vraiment de contacter directement les admissions pour que vous puissiez leur présenter votre profil pour qu'ils puissent voir quel prélat vous aurez à suivre. J'ai juste Oui, J'ai peut-être une précision à donner là-dessus, Dan, parce que je suis va, passé par va, va, là-dessus. va. Euh, oui, parce que je viens du système français quand même, même si ça fait 14 ans que je suis là. Au moment où moi, je suis rentré dans le bac, si je me souviens bien, au niveau de ton bac français, que ce soit option SVT ou maths, peu importe, il faut que tu aies 12 de score général à ton bac à la fin de l'année, donc qui correspond à 60% au Québec. Et en fonction de si tu as pris SPMAT ou SPSVT, il y a certains aspects des mathématiques que tu auras abordés que dans la branche non SPMAT n'auront pas abordé. Donc, du coup, tu auras potentiellement à passer peut-être une session avant de rentrer dans le programme où il faudra que tu fasses ce qu'on appelle les cours de mise à niveau, où dans le fond, tu fais juste un ou deux cours, si je me souviens bien, c'était un de physique et un de maths, où tu rattrapes ce que les étudiants ici ont vu au cégep, mais qui n'était pas notre programme dans le curriculum français. Donc, au départ, si je me souviens bien, ça reste ça, mais la meilleure chose quand même, comme Dan t'a dit, ça serait de contacter directement les admissions pour qu'ils puissent te donner plus de renseignements sur quels cours supplémentaires tu aurais à suivre pour entrer au bac, si jamais tu as des cours supplémentaires à suivre. Merci, Rudy. Oui, puis je crois que depuis un an, il y a une nouvelle version du programme de bac en SVT qui fait que c'est ça, c'est vraiment important de contacter les admissions pour avoir les précisions. Euh, les tarifs. Alors, pour les tarifs, il faudra aller sur le site des droits de scolarité. Donc, si vous tapez Université de Montréal, droits de scolarité, vous aurez le détail des frais selon votre statut au niveau de votre statut de citoyenneté là, au Québec. Je n'ai pas le coût exact là, en ce moment, là. Je vais essayer de vous le trouver. Vous pourriez encore une fois m'écrire un courriel, puis je vous l'enverrai. OK. Mhm, mhm. Là, est-ce que tout le monde a vu mon email dans la discussion? Je vois beaucoup de questions sur mon email. Je peux le remettre. Je vais le remettre encore. Voilà. Je ne serai pas chiche sur le copy-paste. Euh, bonjour. Encore une fois, pour tout ce qui est admission, puis les crédits, disons les conditions d'admission, je vous recommande de contacter directement les admissions. Nous, en fait, on est vraiment en deuxième ligne. Les admissions font toute la sélection et nous, ensuite, on accepte les étudiants. Ou s'il y a un cas qui est plus problématique, on nous consulte. La première année des classes préparatoires en France apporte-t-elle des crédits? Je vais dire, si c'est de niveau universitaire, c'est possible, mais ça, c'est du cas par cas également. Euh, donc, alors, oui, en biologie, oui, ça c'est une précision importante. En biologie, on ne traite pas que de l'humain. En fait, c'est une minorité de ce qu'on traite, c'est l'humain. On traite de la biologie au sens large, donc on va aller tant des invertébrés, les plantes, les animaux. Donc, on ratisse large. C'est sûr qu'en physiologie animale, on est orienté vers l'animal, mais souvent, ça va être de la biologie comparative entre plusieurs groupes d'animaux. Donc, on n'est vraiment pas. Si vous aimez la biologie humaine et que votre passion, c'est vraiment la biologie humaine et rien d'autre, je vous déconseille d'aller au baccalauréat en sciences biologiques. Je vous recommanderais peut-être plus de regarder du côté du baccalauréat en sciences biomédicales, qui est en fait vraiment, lui, de la biologie vraiment orientée vers la biologie humaine. Euh, Il y a parfois des cours de mise à niveau obligatoires. Encore une fois, selon les diverses spécialisations SVT que vous avez suivies, ça va être déterminant. Il y a un cours en astrobiologie. Euh, Au niveau de ouais, la biologie de l'espace, là, ça, c'est intéressant comme question. Ben, merci, Madame Mellem.
Écoutez, on n'a pas un chercheur ici qui travaille en biologie, en spatiobiologie, mais c'est sûr que quelqu'un qui a une formation en biologie, qui est assez bon au niveau de la physiologie de l'organisme, qui comprend un peu les choses qui peuvent avoir une influence sur la biologie de l'organisme. On pourrait penser à la pression, la pesanteur, euh, je veux dire l'absence de gravité, c'est exactement la même chose. Euh, le rayonnement UV, donc tous les impacts. Donc, quelqu'un qui est capable de faire les liens entre ça à travers son baccalauréat en biologie, puis je crois que notre baccalauréat peut vous donner des outils pour répondre à ces deux questions-là, va être capable de poursuivre à la maîtrise avec un chercheur qui travaille dans le domaine de l'exobiologie. Ouais. Je dois vous avouer que pour... Oui, vas-y, Rudy. Je vais même rajouter une petite affaire par-dessus. J'en profite pour plugger tous les collègues du département. On a récemment engagé un professeur de physiologie animale. Ah, Mathieu, il est dans Euh, exobiologie. Je ne savais même pas que ça faisait partie. Matthew, en fait, travaille Milieu sur extrême. les processus impliqués dans l'hibernation. Et il a justement appliqué et reçu une subvention de bourse pour ses travaux en laboratoire de la part de de l'Agence spatiale canadienne. Ah, mon Donc, Dieu. au final, Merci, Rudy, au parce long, que ouais, au long j'avais terme, au long terme, son but, c'est justement de regarder est-ce que l'hibernation pourrait éventuellement permettre de nous envoyer sur Mars. On dit ça en joke, mais s'il ben, a c'est une reçu étape justement clé de une... pouvoir aller sur Mars, là, de pouvoir. Exactement. Donc, sa subvention vient de l'Agence spatiale canadienne. Donc, c'est possible que dans les futures années, Matthew soit motivé à monter un cours sur l'exobiologie ou même engager des étudiants au cycle supérieur sur des sujets Aller connexes. hiberner sur un vaisseau spatial vers Mars, par exemple. Donc, Voilà. Mais voilà, on voilà, a du j'en concret. profite Hey, pour... merci, Rudy. De Alors, je ne rien. pensais pas avoir une réponse aussi concrète à votre question, Madame Mellem. Donc, je vous conseille de peut-être aller voir un peu la page web de Monsieur Matthew Regan. Regan, je ne pense pas de A, hein? Est-ce que je me trompe? C'est R-E-G-A-N, hein? Ouais, pas de A, R-E-G-A-N. Ouais. Matthew, je vais l'écrire dans la conversation. Donc, il y a peut-être quelque chose là à aller creuser de votre. Ah, je l'ai envoyé juste aux autres panélistes. Merci, je comprends. Je collais des choses et que ça allait juste à notre petite clique d'organisateurs. Je recolle tout ça. Merci. Je ne comprenais pas pourquoi la question revenait. Là, 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 là. Ça ne sera pas bien long. Hop. Je n'avais pas remarqué. D'habituellement, par défaut, je suis à tout le monde. Euh, voilà, donc vous avez mon adresse courriel maintenant. Alors, j'en étais à l'astrobiologie. Les stages sont rémunérés, ça dépend. Les stages, il y a certains stages qui sont non rémunérés. Les stages de recherche en version, disons, introduction à la recherche, qui sont des stages plus courts, ne sont pas rémunérés. Mais pour le reste, si vous avez un emploi d'été dans un laboratoire, c'est rémunéré. Si vous avez un emploi dans une entreprise qui est accepté pour un stage en biologie, c'est rémunéré. J'imagine qu'il y a des exceptions, mais en grande majorité, ça devrait être rémunéré. Là, on s'attend à ce que les étudiants soient rétribués pour leur contribution là, à une entreprise ou à un laboratoire. Euh, alors, les cours, le temps de cours par semaine, là, c'est un emploi à temps plein être étudiant. Si vous avez 15 crédits, et là, il ne faut pas que je me trompe, un crédit en général, là, un crédit, c'est 3 heures de travail par semaine. Et là, on combine tout dans ces 3 heures-là. Donc, ça peut être du travail en classe, donc un cours théorique, ça peut être du travail en labo, ça peut être des lectures, de l'étude ou des exercices. Donc, si vous avez une session de 15 crédits qui est le standard, puis vous attendre à passer 45 heures par semaine en moyenne dans vos études, à lire, à faire des devoirs, à aller dans les laboratoires, à aller dans vos cours. Donc, c'est 45 heures semaine, là, c'est la moyenne. Euh, c'est la moyenne pour l'université. Je dirais que dans la majorité des cas, c'est un petit peu moins que ça pour nos étudiants, comme il y a quand même un processus de sélection. Mais il faut être organisé. Là. Il ne faut pas attendre la veille de l'examen là, pour commencer à lire les pages du livre et faire les exercices. Ça ne va pas bien aller. Moi, Euh, peut-être en complément, il y oui, a même vas-y. potentiellement, tu as beaucoup de cours qui sont offerts aussi à l'été.
Donc, sur tous les cours de première année qui sont obligatoires, comme par exemple biocellulaire, biomoléculaire, ce genre de cours-là, biostatistique. Donc, ça peut être aussi une bonne stratégie pour gérer ton temps, plutôt que de faire des sessions à 5 cours, faire des sessions, par exemple, à 4 cours pour avoir un petit peu plus de temps pour réviser tes examens ou ce genre de choses-là, et te caler un cours d'été qui dure 2 mois ou 1 mois et demi, si je me souviens bien. Oui, c'est 6 semaines. Si Ça se finit avant la Saint-Jean ça. habituellement, le Donc, 24 juin. si ça peut te permettre de mieux gérer ton temps ou de mieux organiser ta semaine, c'est toujours quelque chose que tu peux regarder, de te placer des cours d'été pour alléger tes sessions, pour travailler à côté ou passer plus de temps sur tes études. Merci, Rudy. Je continue avec la question d'Eugénie. Est-ce qu'il est plus facile d'accéder à un milieu de recherche hospitalier après avoir fait un baccalauréat en sciences biomédicales plutôt qu'un baccalauréat en biologie? Sciences biomédicales, peut-être la différence, c'est qu'ils ont un stage obligatoire à la fin de leur baccalauréat qui est habituellement en milieu hospitalier ou en milieu de recherche. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, c'est un peu plus facile d'avoir un stage en hospitalier. Mais on a beaucoup de nos étudiants qui vont travailler à la dans des laboratoires de la faculté de médecine ou dans des laboratoires des CHU de l'île de Montréal, que ce soit à Sainte-Justine, au CUSUM ou c'est le CHU, celui au Vieux-Port. Bon, donc le Centre hospitalier universitaire de Montréal. Donc, c'est possible. Ça dépend vraiment des choix que vous allez faire pendant votre baccalauréat au niveau de votre spécialisation, des stages que vous allez prendre là, pour la poursuite des choses. Oui, au niveau de la dissection des animaux dans les laboratoires de certains cours, en première année en biodiversité, en physiologie animale, il y a un peu de dissection en équipe. Donc, avec le temps, on a beaucoup réduit l'utilisation de spécimens d'animaux pour, disons, maximiser leur usage. Donc, c'est souvent en équipe de 4 ou 5 que se font ces dissections-là. Il y a des dissections plus avancées en deuxième, troisième année pour les étudiants qui le souhaitent en physiologie animale majoritairement. Question que j'ai fait. Technique de bioécologie, oui, écrivez-moi un courriel. Dépendant de où vous avez fait votre technique de bioécologie, il y a un petit peu plus de 20 crédits qui peuvent être reconnus dans votre première année. Email, on a réussi à passer au travers des emails. Je vais dire, tous les cours sont offerts au 1000? Non, il y a des cours qui sont offerts à l'Institut de recherche en biologie végétale et on a certains cours qui sont offerts dans d'autres départements. Là. Si c'est des cours qui ne sont pas de cycle bio, par exemple, les cours en microbiologie vont être offerts sur la montagne. En première année, tous les cours sont offerts au campus 1000, sauf le cours de microbiologie. Par la suite, si vous avez des cours en biologie végétale, souvent, ça va être à l'Institut de recherche en biologie végétale au métro P9, donc au Jardin botanique. Affaire au 1000, entomologie. Ah, là, si vous avez des questions très spécifiques par rapport aux débouchés sur l'entomologie, peut-être que je vous inviterai à communiquer avec M. Colin Favret, pardon, dont j'ai mis le nom. C'est le professeur en entomologie au département. Et il est d'ailleurs en train d'essayer de développer un cours en écologie économique, qui est vraiment plus orienté vers la pratique professionnelle de l'entomologie. Donc, je suis sûr qu'il pourrait vous donner des pistes à ce sujet-là ou vous donner des meilleures réponses que moi pour ce qui est des débouchés liés à l'entomologie. Là, je ne connais pas les conditions d'admission spécifiques à la maîtrise en physiologie moléculaire, cellulaire et intégrative. Je ne connais pas ce programme-là. J'assume que c'est en faculté de médecine à l'Université de Montréal. Ma recommandation, ce serait d'identifier le responsable de programme de ce programme-là et de le contacter directement parce qu'en bout de ligne, c'est lui qui va décider si votre baccalauréat est admissible ou pas. En général, on va dire, souvent, on va parler de baccalauréat en sciences ou discipline connexe. D'après moi, quelqu'un qui a fait physiologie animale au baccalauréat en sciences biologiques va être admissible à cette maîtrise-là, mais c'est toujours mieux de confirmer avec les responsables de leur côté.
Ben, je viens de voir justement les critères d'admissibilité. Puis on a dans les critères d'admissibilité un BSc, donc baccalauréat en sciences au final, ce qui est exactement ce qu'on a au département. Oui. Donc dépendamment, j'ai envie de te dire, un général, oui, mais ça peut dépendre de ton choix de cours. Donc toujours confirmer Puis des fois, ils vont avoir avec des les gens. exigences, ils vont regarder certains cours spécifiques, peut-être en biologie moléculaire ou ça. Donc, c'est à préciser. Si vous voulez faire ce parcours-là, je vous recommanderais fortement de prendre l'option physiologie moléculaire et cellulaire, qui a deux gros TP là, en biomol qui sont très formateurs là, et qui vont sûrement vous être utiles dans le cadre d'une maîtrise dans le futur. Alors, Payine, je sais pas si vous avez suivi d'une maîtrise. Pour aller en biotechnologie, il y a plusieurs chemins. Ça va vraiment dépendre un peu de ce que vous allez faire. On a une grande expertise en biotechnologie du côté végétal, du côté de l'IRBV. Du côté physio-animal, je crois qu'il y en a un petit peu moins. En ce moment, les biotechnologies au niveau de l'amélioration des espèces, des plantes, tout ça, est vraiment, je dirais, concentré à l'IRBV. Donc, ça pourrait être une voie. Ça dépend ensuite de votre maîtrise. Si vous voulez faire une maîtrise en santé humaine et faire de la biotechnologie au niveau humain ou pharmaco ou des choses comme ça, probablement que ça serait plutôt physio-animal, même s'il n'y a pas de biotechnologie directement, qui vous mènerait plus vers cette voie-là, surtout si c'est un programme de la faculté de médecine. En général, ça serait plus du côté animal qui vous favoriserait. Mais quoi que l'option biologie moléculaire et cellulaire aussi serait super pertinente. Le bac en microbiologie pourrait être une option. Encore une fois, si c'est la maîtrise vraiment de vos rêves là, que vous voulez faire pour aller en biotechnologie, je vous recommanderais de contacter les responsables de ce programme-là pour leur dire, ben, en général, les étudiants qui réussissent le mieux dans la maîtrise ou que vous acceptez, quel parcours ils ont fait avant. Je pense que c'est probablement la meilleure façon d'avoir une bonne réponse. Là, Parce que moi, je peux dire quelque chose, mais ce n'est pas moi qui accepte les gens dans l'autre maîtrise en bout de ligne, donc je ne voudrais pas vous induire en erreur. Euh, Est-ce qu'il y a des projets finaux à l'extérieur de Montréal disponibles en biologie et écologie? Quand vous parlez de projets finaux, ce serait des stages? Oui, il y en a. Il y a des emplois souvent, ça dépend un peu des projets de recherche des chercheurs. On a des chercheurs, par exemple, qui travaillent sur l'île de Baffin en écotoxinologie. Donc, on a des étudiants qui ont passé un été comme assistants de recherche à l'île de Baffin. C'est sûr qu'il y a beaucoup de candidatures pour ce type de stage-là. Là. Donc, il faut avoir quand même un bon dossier. Euh, mais oui, il y a beaucoup de choses qui se font en environnement, beaucoup de choses en écologie aquatique. Il y a des choses qui se font en station de biologie dans les Laurentides, les cantons de l'Est. On a eu des choses dans le golfe du Saint-Laurent, dans les eaux arctiques. Donc, on se promène beaucoup en biologie écologie. Là. Nos professeurs sont assez actifs à ce niveau-là. Il y a des choses en télédétection aussi au niveau végétal avec des drones qui se développent. Ah, ça c'est... oui, Margot, excellente question. Les débouchés en zoologie. Euh, la zoologie, euh, ce n'est pas facile d'initier un emploi en zoologie. Les zoologistes, on parle de moins en moins des zoologistes. En fait, on parle de plus en plus de biologistes animaux. Euh, Ça va être requis dans des domaines spécifiques. L'option physiologie animale, ça dépend un peu de quel côté vous vous placez. Alors, je vais faire une coupure très nette. Alors, si vous aimez conserver, protéger les animaux, les voir dans le milieu naturel, j'irais plutôt dans l'option biodiversité, écologie, évolution. Si vous voulez comprendre comment les animaux fonctionnent de l'intérieur, faire des chirurgies, les découper, peut-être c'est plus physiologie animale qui serait vers vous. Donc, il y a un peu ce volet-là. Si vous êtes vraiment plus côté conservation, j'irais plus du côté biodiversité, écologie, évolution. Il y a des cours qui sont communs aux deux orientations, mais c'est juste la saveur principale va être du côté conservation. Puis si vous êtes vraiment plus physiologie, comprendre comment les choses fonctionnent, comprendre comment un œil s'est fait, comment un nerf s'est connecté au cerveau, c'est tout ça. euh, Là, ça serait plus physiologie animale. Donc, il y aurait peut-être ça, c'est le genre de discussion qu'on a souvent à la fin de la première année. Moi, je rencontre des étudiants qui se posent des questions sur leur spécialisation, sur leur cheminement. C'est souvent des questions qu'on peut répondre. Souvent, dans ce type de questionnement-là, ça peut être utile de noter aussi ce qu'on n'aime pas,
souvent, c'est plus facile d'identifier ce qu'on n'aime pas que ce qu'on aime. Donc, mais c'est très informatif de savoir ce que l'étudiant n'aime pas pour pouvoir avancer. Euh, oui, je pense que physiologie animale, ça peut être conseillé, mais biodiversité aussi, dépendant de où on veut se retrouver en zoologie. Alors, pour les ethnobotanistes, quelqu'un qui a fait ses devoirs, qui connaît Alain Cuérier. Euh, oui, ça peut. Oui, en fait, oui, oui, oui. Je vais dire oui sans hésitation. On a même, il y a des discussions pour avoir un poste justement lié au travail, peut-être en botanique, qui aurait peut-être une saveur ethnobotanique un peu plus. Ce n'est pas encore concret, c'est en discussion. Donc, il y aurait peut-être un professeur qui s'ajouterait à l'équipe. Mais c'est sûr que du côté de l'Institut de recherche en biologie végétale, puis du Centre de la biodiversité, là, il y a vraiment des beaux cours puis des belles installations à utiliser, que ce soit pour des cours ou des stages, pour quelqu'un qui aimerait l'ethnobotanique. Donc oui, je n'aurais pas de misère à dire que oui, ce serait un bon programme pour l'ethnobotanique. J'essaie de voir qu'est-ce qui serait plus, s'il y aurait d'autres options. Peut-être dans le système anglophone, peut-être à McGill, Plant Science. Peut-être vous pourriez aller voir s'il y a quelque chose là. Ils ont quand même à Sainte-Anne-de-Bellevue la ferme expérimentale, l'écomuséum, la forêt McDonald. Il y aurait peut-être quelque chose du côté de McGill à aller explorer aussi, là, mais clairement, avec le Jardin botanique puis le Centre de la biodiversité, on fait très bonne figure, là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, il y a d'autres questions. Il faudra bientôt conclure. Merci Jean-Philippe de me rappeler à l'ordre quand je commence à parler, ça finit plus. Écoutez, je vais finir. S'il y a quoi que ce soit, écrivez-moi au courriel que j'ai maintenant vraiment mis dans la discussion. Euh, Puis écoutez, je termine sur une petite note. Vous voyez la photo dans mon PowerPoint là, que vous voyez avec les petits picots là? Ben, en revenant à la maison, là, en fait, ce que c'est 1/10 millième de millilitre d'eau de l'eau de l'Arctique, de l'océan Arctique, vu au microscope par épifluorescence. Puis ce que vous voyez en bleu, en fait, c'est de l'ADN de bactéries. Donc, vous pourrez dire ce soir que vous avez vu de vos yeux de l'ADN de bactéries arctiques. Voilà, sur votre écran. Ce que vous voyez en vert, c'est de la matière organique, peut-être des résidus d'algues qui émettent de la lumière plutôt dans le jaune, le vert, quand on les regarde par épifluorescence. Voilà. Je conclue là-dessus. J'espère qu'on a répondu à vos questions. S'il y a quoi que ce soit, écrivez, n'hésitez pas à nous écrire, puis on pourra vous répondre. Donc, merci d'avoir été ici. Merci Rudy, merci Jean-Philippe, puis à la Plaisir. prochaine. Faut que je finisse. Ah oui, au revoir. Au revoir tout le monde. Est-ce qu'on est en privé? On est en privé maintenant? Oui, je crois. Bon, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Il reste encore quelques spectateurs, mais en fermant l'enregistrement, tout va. Stop.